Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, 1957. Quelques petits mots sur le cinéma japonais à cette époque-là. Le cinéma, justement, japonais a réussi, après la guerre, à ressurgir. Donc Kurosawa étant évidemment quelqu'un qui a importé énormément dans ce cinéma, puisque c'est lui qui l'a fait connaître un peu à l'Occident. De 1950 à 56-57, ce cinéma japonais commence à se répandre dans le monde entier, en particulier avec les films de Mizoguchi, tels que Les Contes de la Lune Vague, qui est de 53. Bon, Mizoguchi meurt en 56. Et donc, si vous voulez, on a déjà un cinéma japonais bien installé, aussi bien au Japon, où il connaît un vrai succès dans le public japonais et aussi dans le monde entier. Alors, Kurosawa, évidemment, c'est très intéressant de voir que son parcours, parce qu'il a un parcours étrange. À la fois, il fait des films d'action, des films, je dirais pas de western, mais pour le Japon, c'est un peu ça, c'est-à-dire les films un peu de samouraï qu'il fera dire toute sa vie, et aussi des films, je dirais, de drame et de mélodrame. Et puis, quelquefois, des films comme celui-ci, très étranges, d'une certaine façon, très culottés, parce que il a un genre très, très particulier. Bien sûr, il prend une pièce connue, oui, quand même connue à l'époque, qui sont donc les bas-fonds de Gorky, en 1902. Ces bas-fonds de Gorky ont connu un grand succès grâce à l'arrivée du régime soviétique, puisque Gorky a été un peu le grand artiste dramatique pour les Russes lorsque a commencé la révolution, et jusqu'en 1930-35, Gorky était tout à fait respecté et joué chez les Russes, et évidemment par ce biais, Gorky s'est répandu dans le monde entier. Et, entre autres, les bas-fonds avaient déjà eu une adaptation cinématographique en France par Jean Renoir en 1936. Et il est intéressant alors, je vous rappelle aussi que les bas-fonds de Gorky, c'est une pièce de théâtre, c'est pas un roman. Et cette pièce de théâtre offrait la possibilité un peu de la jouer, chacun à sa manière. C'est intéressant de la voir jouée par les Russes. Quand Renoir le fait, l'adapte, la traite au cinéma en 1936, il en fait quelque chose de très français, beaucoup plus réaliste que ce que l'on vient de voir sur le bas-fond, c'est-à-dire vraiment le monde de la misère humaine lorsqu'il n'y a plus d'espoir, et comment se vit cette expérience. Et quand Kurosawa la tourne donc 20 ans plus tard, puisque le film a 21 ans exactement après le film de Renoir, alors on a une version très japonaise où d'un seul coup on n'est plus du tout ni chez les Russes, ni chez les Français. C'est quelque chose d'autre, se jouant du théâtre même japonais, avec je dirais, une idée complètement folle sur cette façon
de diriger tous ces acteurs qui sont d'ailleurs absolument remarquables, d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, mais dans une sorte de délire permanence qui évidemment aboutit à la fin à cette danse complètement, elle aussi complètement folle, et cette espèce de constat un peu ironique sur la désespérance qu'il y a souvent dans le cinéma de Kurosawa. On s'en rend pas souvent bien compte lorsqu'on voit ces films de samouraï, mais bon, vous allez voir d'autres films de lui, en particulier les films où il traite de la misère ou des bas-fonds ou simplement de la classe très pauvre par rapport à la classe très riche. Nous allons avoir un film comme celui-là prochainement qui est Entre le ciel et l'enfer. Vous allez avoir une autre repensée de l'idée des bas-fonds qu'on vient de voir beaucoup plus tard, 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 1971, 72, qui sera Dotescaden et que vous reverrez aussi ici, et qui est tout à fait différente, alors là, qui est une réinvention sur ce thème-là. Et souvent, Kurosawa aborde justement le thème de la misère, aborde le thème de la révolte, ou en tous les cas de l'injustice des classes sociales pauvres. Et ici, il est intéressant de le voir travailler sur cette thématique sans justement la jouer d'un point de vue social. On est dans une sorte d'univers totalement fermé sur lui-même, sur une sorte, au fond, de réflexion philosophique ou on peut dire presque spiritualiste sur la condition humaine et comment cette condition, on n'a pas à la juger, on la constate, on la suit dans son parcours et à la fin on l'abandonne là où elle est, c'est-à-dire nulle part, n'allant nulle part, sauf à la mort, sauf en espérance qu'au-delà de cette mort il y a peut-être un paradis, mais cela c'est autre chose. De toute façon, nous avons ce spectacle et il n'y a que par le spectacle que cette humanité-là peut se permettre de survivre. Alors, évidemment, c'est introduire à ce moment-là l'obligation de mettre le théâtre dans le théâtre, enfin, l'obligation de mettre les personnages dans la nécessité de se projeter en acteurs d'eux-mêmes, ne sachant jamais où ils en sont eux-mêmes dans leur réalité. Et c'est tout le jeu du film, qui est évidemment là aussi travaillé d'un point de vue de mise en scène, de façon très intéressante. Un espace toujours limité, un premier espace qui dure assez longtemps. On peut dire en fait que là, Kurosawa joue le jeu du théâtre, un décor, premier acte, un deuxième décor, deuxième acte, troisième décor, troisième acte. Vous avez le jeu des décors. Et en même temps, c'est fait de telle façon que vous n'avez pas du tout l'impression qu'on change de décor. Bien sûr, quelquefois, vous dites, ah oui, c'est pas le même décor, mais au fond, on est toujours dans le même décor, à partir du moment où on joue un espace qui est tout le temps fermé, et qui est fermé sur lui-même, que ce soit avec des horizontales ou des perpendiculaires, donc un peu de relief, mais il n'empêche que le jeu de la mise en place des personnages et donc de la caméra par la même occasion et les mouvements même de cette caméra, c'est de toujours faire en sorte que les personnages sont quasiment jamais seuls. Quelquefois, et en particulier sur les femmes, c'est plutôt elles qui ont le bénéfice de plans particuliers. La plupart du temps, vous avez toujours un groupe de personnages, 1, 2, 3,
un autre qui est devant, ou d'un seul coup qu'on aperçoit à droite, qui n'intervient pas pendant un petit bout de temps, d'un seul coup qui intervient, etc. Une sorte de mise en place d'un espace, disons, de cinéma, qui est d'abord un espace de théâtre. Et ça devient très intéressant sur le travail, évidemment, que faisait Kurosawa. Ceci étant dit, c'est très risqué, évidemment, puisque le spectateur ne sait plus, au fond, dans quel domaine il est. Dans quel domaine, s'il est théâtre, s'il est cinéma. Par ailleurs, les personnages, enfin les acteurs, jouent leurs personnages, mais, je le répète, ces personnages n'ont pas de réalité propre. Ils sont eux-mêmes en représentation d'eux-mêmes. Donc, on est dans un monde qui, je pense, vous a quand même stupéfait, car vous n'avez pas compris, je suppose, très bien où le film vous menait. C'est la sensation que vous avez dû ressentir, car il est un film que le spectateur ne gouverne pas. Le spectateur le subit, mais vous n'en avez pas la maîtrise. Et ça devient tout à fait passionnant de ce point de vue-là. En effet, on se laisse vagabonder à l'intérieur du film. Alors, je vous donne cette vision-là, qui me semble, enfin je crois qu'elle a dû être la vôtre. Ceci étant dit, ça m'intéresserait justement d'écouter un peu vos réactions, parce que c'est un film qui de ce point de vue-là, me passionne. Enfin, je veux dire, c'est un film qui dérange, de toute façon. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je vous écoute. Ce n'est pas un film que vous avez l'habitude de voir, quoi, de toute façon. Alors bon, courage. Oui, tu veux parler? Oui, non. Moi, je veux bien faire une remarque, hein, du coup, je me lance. Non, mais ce qui m'a frappé dans ce film, en fait, et ça m'a fait penser à ce que vous expliquiez sur... ça m'a fait penser à ce que vous expliquiez sur Entre le ciel et l'enfer, la manière qu'avec Kurosawa de filmer les choses, ce qui est en bas, ce qui est en haut. Et là, moi, j'ai eu cette sensation dès le début du film où on voit je crois que c'est une poubelle qui est jetée, en fait, depuis la colline, d'être toujours, presque au fond d'un marais ou d'un cloaque, quelque chose avec ces murs, en fait. C'est très, très oppressant, en fait, d'être vraiment au fond de quelque chose. C'est le dépotoir. C'est-à-dire que c'est le dépotoir de l'espèce humaine. Voilà. Alors, évidemment, proposer cela comme un spectacle pendant 2 heures au public, c'est questionner notre réaction face à la représentation que nous avons de l'humanité. En fait, c'est un film qui ose dire aux spectateurs, bon, au fond, qui sommes-nous? Qui êtes-vous vous-même quand vous regardez le degré zéro de l'espèce humaine, quand l'espèce humaine est en effet au plus bas et comme une sorte de déchet de l'humanité ordinaire. Et d'un seul coup, on est dans ce déchet-là. Et donc, on regarde ces gens et évidemment, le danger auquel échappe Kurosawa, ça aurait été que nous ayons un mépris pour ces gens. Le travail, et c'est là vraiment sur le travail avec les acteurs est tout à fait vraiment admirable, c'est qu'en aucun cas il y a ce sentiment-là, même si la quasi-totalité des personnages ne sont pas très sympathiques. Bon, alors, il y a... je ne me souviens plus assez de la pièce de Gorky, mais ce personnage que je trouve très beau dans le film, et là qui en plus a vraiment un côté japonais, c'est ce personnage donc, du vieillard qui est là, qui lui justement rétablit quand même un regard humain sur cette humanité
et en même temps aussi un regard d'espérance, etc. Et c'est un personnage qui est existant et non existant, puisqu'il est là de passage. Le film commence, il vient d'arriver, comment, où, pourquoi, etc. On n'en sait rien. Et d'un seul coup, il disparaît, on n'en sait rien, pas plus. D'un seul coup, il semblerait qu'il est un criminel, on ne sait pas. En même temps, il a un regard sur l'humanité et un jugement sur cette humanité. Et en même temps, il est quand même celui qui ose porter une idée d'espérance à l'intérieur d'un monde qui est sans espoir et qui à la fin disparaît. Et en effet, à la fin, il n'y a plus que cette espèce de danse, qui est complètement folle, cette danse. Vous faites ça au Japon, d'accord, mais vous faites ça en Europe, vous faites ça en France, vous faites ça en Amérique, cette danse, vous serez quand même toujours, dans le monde entier, stupéfait par cette espèce de ridicule, enfin plus que de ridicule, une espèce d'acharnement autodestructeur que manifeste cette danse, et qui est, bon, c'est sans espoir, mais au fond, il y a une chose, et ça c'est quand même très Kurosawa. Oui, d'accord, cette société, ce monde de déchets humains, il y a quand même quelque chose qui reste et qui résiste, c'est la vie. Puisque quand même tout le film est fait quand même aussi sur la mort, et en particulier la mort de la femme qui va mourir. Sur cette idée de mort, bon, il y a quand même ensuite l'assassinat du gérant de l'endroit. Vous avez ensuite on ne sait pas très bien qui va mourir, aucune importance, mais c'est quand même un regard, je ne dirais pas d'affection ou d'amour, non, mais au fond, il ira même dans le plus bas de l'humanité, il y a quand même quelque chose qui résiste et qui est de l'ordre, puisqu'on en parle, de l'ordre du paradis. Il y a un autre monde possible dans ce monde-là. Et ça, c'est très Kurosawa, parce que vous l'avez dans beaucoup d'autres films. Alors, quand vous verrez, je ne sais plus, on le passe en 3-4 mois, je crois, d'Escaden. C'est le dernier, je pense. C'est quand ? C'est le dernier, en mai, je pense. Ah, c'est le dernier qu'on passe ? Il me semble, oui. Ah oui. Alors, quand vous verrez Dodescaden, donc qui vient, je répète, 20 ans plus tard, là, vous avez une espèce de résonance, justement, de réflexion. J'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que Kurosawa, ce film-là, Les bas-fonds, l'intéressait beaucoup. Il s'est bien rendu compte que ce film n'a pas marché parce que le spectateur était un peu désorienté et qu'il a voulu refaire remener cette réflexion sur l'espèce humaine dans ce cas-là de plus fragile et de plus disons bas, parce que c'est ce qui est le plus simple à dire, mais avec une rêverie qui est tout à fait extraordinaire. Pour moi, Dodescaden, c'est un des plus beaux films de Kurosawa. C'est pour ça que ce film-là m'intéresse beaucoup, mais j'avoue que c'est en fonction un peu de Dodescaden, on voit ce qu'il va apporter à Dodescaden, ce que Kurosawa va garder de cette vision de ce film, mais en même temps aussi tout ce qu'il va supprimer dedans. Et Dodescaden sera beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus aérien ou aéré. Alors que ce film-là a peut-être le défaut d'être quand même, justement, de par le parti pris d'être constamment fermé sur lui-même, on est vraiment cloisonné ou cloîtré plutôt dans un espace fermé, fait que au fond,
on a du mal à respirer et ça manque un peu justement d'aération, alors que dans le Dodescaden, justement, c'est fait sur cette aération et cette poésie qui est tout à fait admirable dans ce film-là. Et donc, moi, ce film m'intéresse en tant qu'il annonce Dodescaden. Voilà, au moins, je vous aurais fait de la propagande pour Dodescaden quand vous viendrez le voir. Bon, je reconnais que ce n'est pas un film facile, alors... c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir vos réactions, même que me disiez voilà, il y a un monsieur là-bas, c'est très bien. Je déteste ou j'aime beaucoup, enfin, quelle importance. Merci. Bonsoir. Déjà, pour ma réaction, moi, je suis assez d'accord avec vous. J'étais très désorienté pendant le film. Entre chaque scène, je me demandais où est-ce que ça allait arriver, qu'est-ce qui allait arriver. J'ai été aussi intéressé par la réaction du personnage qui était intelligent avant et respecté par ses amis, qui m'avait l'air d'être le plus lucide et finalement celui qui le complaisait le plus dans cette situation-là. Et c'est lui qui finit le film avec une grosse pointe d'ironie, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Je voulais vous demander, est-ce qu'on sait pourquoi Kurosawa est aussi intéressé par la misère humaine, par ce sujet-là? Est-ce qu'on a des... Vous n'étiez peut-être pas là la fois dernière. Vous étiez là la fois dernière? Bon, je vous ai dit à ce moment-là que Kurosawa est lui-même d'origine, de souche samouraï. Enfin, souche samouraï. Bon, samouraï, c'était... ce sont pas les soldats, enfin si... Pas les militaires, comment c'était quoi déjà? Les combattants, quoi. Bon. Qui ont formé une classe finalement aristocratique, qui ont été le soutien des empereurs, et même, plus que les soutiens souvent, même ceux qui dominaient les empereurs tout en étant en apparence sous les empereurs. Bon, et il est une famille de samouraïs, mais famille samouraï pauvre. Et je vous avais raconté, entre autres, que le frère aîné qui s'est suicidé d'ailleurs de Kurosawa l'avait amené au moment du tremblement de terre à Tokyo, voir tous les cadavres qui jonchaient la ville à ce moment-là, et l'obligeant à regarder la misère. Et ça a toujours travaillé profondément Kurosawa, qui a toujours été intéressé par la misère et aussi par les deux côtés, c'est-à-dire la grande misère, mais aussi les grands chefs, les empereurs, etc. Par exemple, la fin prochaine, vous allez voir le château d'araignée. C'est adapté directement de Shakespeare, puisque c'est une adaptation de Macbeth ou de réinterprétation de Macbeth par Kurosawa. Là, on est chez les maîtres. En même temps, il est très fasciné par l'autre classe, la classe sociale, que vous allez voir aussi dans le traité qui est déjà un peu abordé, mais pas vraiment, parce qu'on était vraiment aussi dans le film précédent, on était plutôt dans les maîtres, mais que l'on va le voir justement entre le ciel et l'enfer, où là le combat entre les gens du haut et les gens du bas est non seulement visualisé, mais totalement dramatisé, puisque les gens du haut habitent la colline et les gens du bas habitent tout à fait dans le bas. Donc, comme ça, au moins, c'est clair, net, et c'est bien situé les classes sociales sont situées géographiquement et topographiquement. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus clair. Mais il a toujours été passionné par la classe sociale pauvre, et très pauvre, misérable. Il n'est pas un cinéaste politique de ce sens-là. C'est pas un cinéaste qui va jouer la revendication. Dans ce film-là, quelle revendication? Il n'y en a pas une seule. Donc, c'est simplement le regard sur une humanité lorsqu'elle n'a aucun moyen et surtout qu'elle n'a aucun espoir, malgré tout, comment elle résiste pour survivre.
Et donc la regarder. Il y a chez Kurosawa ce souci de la caméra est là pour regarder. Donc il faut regarder les différentes choses que l'on filme, et en particulier les gens pauvres. Mais c'était une thématique qui revient souvent chez les parents. Si vous prenez les 7 samouraïs, dans les 7 samouraïs, les samouraïs viennent sauver les paysans, les agriculteurs volés par les soldats qui viennent les voler, et il faut les protéger. Et vous avez dans beaucoup de films de Kurosawa ce regard sur la société très pauvre par rapport à la société très riche. Mais jamais dans le sens de la revendication politique. Alors là aussi, il est intéressant de constater que pas que Kurosawa, que les Japonais, l'influence occidentale qui culturellement les travaille plus, en tout cas au XXe siècle, ce sont les Russes. Bon, par exemple, si vous prenez dans le cinéma japonais, Tolstoï, Dostoïevski, l'autre très grand, Tolstoï, enfin, bon, quelques-uns des grands. Dans ce coup, excusez-moi, ça c'est l'âge, j'oublie les noms. Enfin, les grands noms russes de la littérature russe. Bon, Kurosawa, c'est vrai, va aussi s'intéresser à Shakespeare, puisqu'il va mettre en scène de Shakespeare, Le Roi Lear et Macbeth. Mais par exemple, vous avez chez Kurosawa, pas plus que chez Mizoguchi, pas plus que chez Ozu, vous avez par exemple des Français. Vous n'avez pas d'Allemands comme source. Alors que les Russes, oui, ils ont vraiment le côté russe. Et Gorky, justement, c'est intéressant qu'il ait pris Gorky. Et parce que, et réponse d'ailleurs des Russes à Kurosawa, c'est quand Kurosawa, après Dodescadine, donc ce film admirable que je vous vante en permanence et que vous allez voir, et qui a été un échec total à l'époque, et échec total au point que Kurosawa a voulu se suicider après l'insuccès de ce film. Et de notre mois plus de travail, c'est vrai qu'il va être soutenu et financé par les Américains, et en particulier par Scorsese et Coppola. Et en même temps aussi, un de ces films va être directement financé par les Russes et tourné en Russie. Donc, si vous voulez, il y a... c'est plutôt... Kurosawa, c'est influence en effet des Américains et des Russes. Le reste de l'Occident, c'est-à-dire l'Europe, bon, il ne la connaît pas en dehors de Shakespeare, bon, parce que là aussi, le fait que Kurosawa est passé par le théâtre et que l'influence théâtrale reste extrêmement forte, évidemment, Shakespeare, bon, ça fait le poids. On peut pas dire que pas. Donc, tourner un film d'après Shakespeare, et vous allez voir en particulier, on le passe, hein, je crois. Oui, mais le Château de l'Araignée, on le passe, oui. Vous allez voir que pour moi, la plus belle, dans les Macbeth qui ont été portés à l'écran, à commencer par Orson Welles ou Polanski ou d'autres, pour moi, la plus belle scène de sorcière est chez Kurosawa, qui est d'ailleurs d'autant mieux qu'il a supprimé les sorcières, il en a fait des sorciers. Donc, c'est le mois prochain, je crois d'ailleurs. C'est ça, tout à fait.
Ah oui, bon, donc on verra le mois prochain. On va pas en discuter aujourd'hui. Bon, alors je pense avoir à peu près répondu à votre question, parce que en effet, c'est, si vous voulez, comment se comporte-t-on lorsqu'on a rien. Voilà. Et c'est cette idée-là qui m'intéresse énormément. Ou bien, alors là, par exemple, si on pense au film, il y a presque tous les statuts sociaux. Vous avez l'artisan, le ritameur, vous avez le flic. Bon, ça c'est la déchéance, d'accord, mais vous avez le flic, vous avez l'acteur, bon, vous avez, je ne sais plus, il y en a 2 ou 3 autres. Le voleur. Il y a le voleur, bien sûr. Et vous avez les propriétaires. Comment? Le quoi, le? Ah, le samouraï, qui est lui aussi bidon, mais qui pourrait être samouraï. Parce que là aussi, ce qu'il y a d'admirable, c'est que cet état cet état où il n'y a plus de véritables situations font que ils peuvent se prêter eux-mêmes des professions qui n'ont jamais été la leur, mais ils peuvent en rêver, quoi. Donc on ne sait jamais s'ils ont été réellement ce qu'ils disent, avoir été, ou s'ils n'ont pas été. Par exemple, l'acteur, bon, il a quand même un moment où il récite un texte. Alors peut-être qu'il a été en effet acteur, mais on ne le sait pas en fait. Ça reste sur un état où il n'y a plus de possibilité d'avoir une position sociale. Donc on n'est que dans de la rêverie et dans une sorte d'imaginaire de soi-même qui n'a pas réellement de fondement. Et de ce point de vue, je trouve évidemment aussi le film très intéressant sur le masculin ne sait pas, au fond, n'arrive pas à se connaître ou à se reconnaître, alors que le féminin, toutes les femmes dans le film sont beaucoup plus intéressantes. Ou bien elles se situent, par exemple, c'est la propriétaire, c'est plus facile, sa sœur, la femme amoureuse, la femme qui va mourir, etc. Elles sont toutes beaucoup plus intéressantes. Au fond, c'est intéressant de ce point de vue-là, c'est que les femmes n'ayant pas de position sociale qui les institutionnalise, d'emblée, elles n'ont qu'une position, c'est celle de la femme. Et à ce moment-là, elles sont beaucoup plus vraies, et en tout cas plus proches d'elles-mêmes que les hommes, qui, eux, ne sont que dans l'idée du statut social qu'ils auraient pu avoir, et pour l'instant, en tous les cas, qu'ils n'ont plus, et qu'ils n'auront plus jamais, de toute façon. C'est toute la fin des films, d'ailleurs, c'est la danse finale, où il n'y a plus qu'une sorte de caricature d'eux-mêmes. Et ça, c'est sur les hommes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, le film est construit comme ça. Oui, je crois que monsieur, il y avait... Oui, attendez. Excusez-moi, je vais vous apporter le micro. Parce que c'est enregistré. Tout à l'heure, vous disiez cinéma ou théâtre. Moi, je l'ai vécu pas comme un film de cinéma, pas comme du théâtre, mais comme une performance d'art contemporain. Ah, c'est intéressant, ça. C'est une performance. C'était une performance, c'est sûr. C'est le côté performance d'art contemporain. Ça, j'aimerais bien que vous en expliquiez peut-être un peu plus. C'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que j'étais dérouté, je voyais pas vraiment où l'artiste voulait vraiment venir, mais d'un autre côté, j'étais captivé,
Et voilà, donc c'est plus le sentiment qui ressemblait beaucoup à ceux que j'ai pu rencontrer précédemment en voyant des performances d'art contemporain, quoi. De toute façon, vous avez quand même raison. C'est un côté un peu avant-gardiste. Justement. De toute façon, c'est un film avant-gardiste. Même à l'époque, le film aussi avait admirablement mal marché à l'époque. Même chez les Japonais. Parce que si on prend par exemple le jeu japonais, c'est que vous avez tous les jeux. Là, vous avez un jeu qui est occidental, joué par les Japonais, mais aussi des traditions de jeux d'acteurs japonais, et une espèce de mélange comme ça, on s'y perd, et les Japonais s'y sont perdus, et nous, occidentaux, tout autant. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, je suis sidéré par le jeu d'acteurs de tous les acteurs. Enfin, ils sont tout à fait hallucinants. Et ça pourrait, s'ils avaient été pas, je dirais pas mauvais, mais simplement pas bons, ça aurait été catastrophique. Et ils s'en sortent, mais avec un culot monstre. C'est-à-dire que les grimaces qu'ils font, etc., leur façon de jouer, de se déplacer, et en même temps d'être, puisque Kurosawa les oblige à être comme ça, à être constamment présents de façon scénique à l'intérieur des plans, même quand ils ne sont pas du tout dans le jeu. Ils sont à côté et ils doivent quand même être présents et jouer la scène. Enfin, pas jouer la scène dans le sens direct, mais répondre, avoir une espèce de réponse à l'intérieur de la scène. C'est un travail assez prodigieux, il faut bien le dire. Bon, après, oui, pardon. Oui. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire et sur aussi le début des échanges, je trouve que la scène finale, qui est celle de danse, on la sent venir presque dès le début du film, parce que justement, la mise en scène est faite un peu comme une mise en scène de chorégraphie. C'est très chorégraphié, on a très peu de solos, mais on a des duos, des trios et des groupes. Et comment dire, et bon, ce qui est intéressant, c'est que même si cette danse paraît un peu une danse de folie, en même temps, qu'est-ce qui reste aux hommes quand ils n'ont plus rien? La musique et la danse, le rythme et les chants. C'est ça, et en même temps, mais malgré tout, une danse burlesque. C'est-à-dire que, oui, plus que burlesque, qui se caricature, ils se caricaturent tous les uns les autres. Ouais. Mais en plus, là où vous avez entièrement raison, c'est que non seulement c'est sur les acteurs qu'il y a le côté danse, en effet, le côté, mais c'est sur la caméra. Ouais, parce que la caméra, bon, mais la caméra, vous n'avez pas remarqué, mais constamment, elle se déplace, constamment, elle resitue les personnages, mais elle a comme décision de filmer le groupe et quelquefois l'individu dans le groupe, mais c'est très rare, c'est très rapide, et d'un seul coup, quand ça se joue, cela en particulier sur les femmes, ça devient très brutal. Mais sinon, il y a en effet une sorte de... Alors peut-être si on dit danse, je dirais aussi peut-être orchestre. C'est-à-dire que tous les instruments sont là, et le chef d'orchestre, il est derrière, c'est Kurosawa, et on donne à voir ou à entendre l'orchestre lui-même. Et j'imagine que... j'espère qu'il a quand même été content de son travail, parce que c'est un sacré beau boulot, et c'est vrai que bon,
vous avez raison, il y a un côté avant-gardiste, quoi, c'est vrai. Oui, c'est un sacré pari de filmer à huis clos. En plus, une pièce de C'est théâtre. quoi C'est un sacré pari de filmer à huis clos, parce qu'une pièce de théâtre, c'est toujours très difficile à amener au cinéma. Et je trouve, j'ai vu d'Odescadène, qu'on retrouve dans Odescadène le rythme. Oui, il est magnifique, magnifique. Et on retrouve ce rythme un peu. Bon, alors c'est en extérieur, c'est plus extérieur, mais il y a un peu tout ce. Oui. Je comprends rien. Bon, de toute façon, écoutez, on va peut-être pas trop tarder pour deux raisons. La première, c'est que je viens de faire des longs voyages là, donc je suis un peu fatigué. Et puis de toute façon, qu'on se retrouve la fois prochaine avec aussi un admirable film, vous allez voir, qui est donc ce Macbeth revu et corrigé au Japon. Et ça vaut le coup. Et vous avez des moments dans le film, dans le prochain film, qui sont de toute beauté. Voilà. En tout cas, merci beaucoup.